Frédéric Jaec, contamination poétique de la structure. Merci. D'abord, je voulais remercier les organisateurs locaux et internationaux pour cette invitation. Très sympathique et j'en profite pour dire que ce groupe-là, MATNEC, me paraît être une excellente et exceptionnelle structure, si on peut dire, c'est pour reprendre le... Voilà. Et qui offre un avenir, à mon avis, par la structure, qui a un avenir très bon pour la philo des maths, l'histoire des maths, réflexion mathématique, comme on peut le faire. Donc le point de départ de mon exposé ça va être l'existence en fait d'un double mode de pensée en mathématiques, l'un permettant de manipuler les objets selon des règles et un jeu qui sont co-construits, et le second étant un mode progressif où la structure laisse place à des liaisons, j'appelle ça des liaisons, beaucoup plus diffuses et emmêlées. Et la contamination permanente en fait de ces deux modes de pensée permet de repenser la structure à nouveau frais et de mettre au jour une architectonique qui rapproche la langue mathématique, à mon avis, d'une langue poétique. Alors il faut tordre le cou à une idée qui concerne le rapprochement mathématiques et poésie, tout de suite. Il ne s'agit pas pour moi de penser que la poésie et mathématiques seraient proches naturellement du fait de leur langage difficile à pénétrer, ou un peu énigmatique, quand il est regardé de l'extérieur. Il ne s'agit pas non plus d'un rapprochement basé sur des critères esthétiques qui font parfois dire aux mathématiciens quand on interroge sur sa pratique et sur l'intérêt de faire des mathématiques, et qui répond « il y a de la beauté dans les mathématiques ». Donc je suis très loin de ça dans cet exposé, donc il faut chasser ces idées pour voir ce que je vais proposer ici. Pour moi, ici, le rapprochement tient dans une position philosophique qui tente de mettre au jour les mouvements de la pensée mathématique et de rendre compte de la possibilité de sa progression, et qui, encore une fois, c'est le propos que je défends, repose sur des circulations qui s'opèrent sous et qui échappent à un formalisme trop rigide, comme la langue poétique échappe en quelque sorte à sa grammaire. Alors, plus précisément, ce que je cherche à dire ce matin repose sur la possibilité d'une philosophie intrinsèque des mathématiques basée sur l'identification de deux modes de pensée. Le premier est dominé par les règles et les jeux qui permettent la création et la manipulation d'objets mathématiques, et le second va être un mode de pensée progressif où les choses sont plus enchevêtrées, j'y arrivé, j'ai toutes les... C'est vraiment enchevêtré. Exactement, c'est enchevêtré même dans ma tête. Et la progression des mathématiques prend alors en fait tout son sens dans la contamination permanente des deux modes de pensée, faisant des mathématiques justement, j'espère vous montrer ici, une langue poétique à part entière. Alors, je vais commencer par une grande partie qui va définir le cadre général d'une philosophie intrinsèque des mathématiques, et ensuite je dirai quelles sont les... je préciserai les choses petit à petit, donc une première partie qui est assez descriptive. Donc le terme intrinsèque ici mérite quelques explications. Contrairement à une approche dialectique a priori qui tend à séparer un objet d'étude d'un ancrage extérieur, le point de départ ici que je prends ne présuppose pas une référence à quelque chose qui serait étranger à la pensée mathématique. Au contraire, je postule que la pensée mathématique elle-même définit le champ variable, bien sûr, qu'une approche critique en philosophie des mathématiques doit considérer. Pour le mathématicien, le mot intrinsèque évoque un type, donc je fais un petit détour là. Donc par les mathématiques, le mot intrinsèque bien sûr évoque le type de géométrie, un type de géométrie. Bon, donc à Gauss bien sûr, qui en 25-27 a publié la possibilité d'une géométrie intrinsèque d'une surface. Ces propriétés ne sont déterminées que par la distance géodésique entre les points, indépendamment de la manière dont la surface est plongée dans l'espace euclidien qui entoure. Donc ça, je le dis très rapidement. Et pour Gauss, en fait, c'est la notion d'invariance établie par le théorème Hegel qui valide la possibilité d'une géométrie intrinsèque. C'est encore en termes de, donc ici, surtout en termes de méthode, je peux relier la possibilité d'une philosophie intrinsèque des mathématiques à la possibilité d'une géométrie différentielle intrinsèque. Et je vais un peu expliciter ce détour par Gauss, qui n'est pas fondamental en quelque sorte, mais qui me semble bien rassembler quelques idées essentielles que je souhaite exposer pour définir une philosophie intrinsèque des mathématiques. Alors tout d'abord, une philosophie intrinsèque des mathématiques
doit se fonder entièrement sur ce qui est accessible à la pensée mathématique, sans recours à ce qui lui est extérieur. Alors, je n'aurai pas le temps ici d'en dire plus sur les conséquences de cette position. Je l'ai fait ailleurs, et il y a un article qui va sortir sur ça qui va préciser ce que je raconte, le contexte préliminaire que je raconte ici. Et bon, ça me mènerait trop loin de passer du temps là-dessus. Je vais me concentrer sur autre chose et vous montrer précisément le cœur des idées. Mais les mathématiques et l'exemple de la géométrie que je transpose en philosophie nous enseignent qu'il faut plus en fait. Donc, une philosophie intrinsèque des mathématiques doit mettre en œuvre des concepts et révéler des dynamiques qui restent solidement acceptables quand on change, disons, de doctrine. C'est un principe d'invariance, entre autres. Que le regard des mathématiques d'un point de vue historique, ou d'un point de vue de la pratique des mathématiques, ou d'un point de vue de la philosophie du langage, ou d'un point de vue de la logique, par exemple, il faut qu'on ait des choses qui tiennent la route. De plus, c'est une autre chose, lorsque les concepts sont utilisés de différentes matières dans différentes circonstances ou domaines des mathématiques, une philosophie intrinsèque des mathématiques doit aller au-delà d'une approche de catalogage pour étudier comment une conception purement philosophique peut émerger des différentes situations rencontrées en mathématiques. Alors, je prends un exemple ici. Si vous voulez mettre en œuvre une notion de mixte Lodmanien, par exemple, que vous faites travailler dans le contexte de la théorie des opérateurs de l'espace de Hilbert, comme il le fait lui-même, voilà. Je reprends le cadre exact qu'il utilise, un point précis du cadre qu'il utilise plusieurs fois. Alors ce même mix ne peut pas sombrer philosophiquement lorsque vous avez envie de penser les espaces de Hilbert dans un autre contexte, par exemple dans un contexte de progression des mathématiques, qui tente de rendre compte de l'émergence de ces espaces. On a un problème important. Ce principe d'invariance implique qu'il est donc nécessaire de maintenir, à mon avis, au centre de l'activité philosophique à la fois une approche descriptive et une approche critique. Voilà. Je ne vais pas dire exactement ce que veut dire critique ici, mais enfin on peut l'entendre, afin de garantir la possibilité justement de cette philosophie intrinsèque. En d'autres termes, une philosophie intrinsèque des mathématiques ne peut prétendre dire quelque chose de la pensée mathématique que si elle peut rendre compte au sein même des mathématiques et des entités auxquelles on a accès dans leurs différents domaines de manière descriptive, en contact intime avec les mathématiques in agendo. Alors, je suis allé très vite sur cette partie-là, c'est juste pour me mettre dans un état de savoir où c'est qu'on se place pour pouvoir commencer à réfléchir. Et donc là, j'ai passé un peu de temps, et ce sera la partie principale, sur ce que pourraient être les principes généraux d'une philosophie intrinsèque des mathématiques, et je vais amener à partir de ces principes-là les positionnements qui me font retourner vers mon titre. Donc je vais soutenir ici, d'un point de vue philosophique, qu'il existe deux modes de pensée en mathématiques. L'un manipule les objets selon des règles, et ces règles sont conçues en même temps que les objets qu'elles régissent. Et le second est un monde progressif, comme je l'ai dit, dans lequel les choses sont plus mélangées et plus complexes. On pourrait ici parler, pour les distinguer, en fait, de pensée réglée, si vous voulez, et de pensée progressive, pour distinguer deux cas. Ça fait des expressions qui sont un peu lourdes à manipuler, que je ne reprendrai pas systématiquement, mais c'est juste pour fixer les deux modes de pensée ici. Je vais commencer par, je vais thématiser un petit peu les choses pour qu'on ait une idée à peu près claire de ce que je raconte. Donc je vais commencer par la règle et le jeu, parce que ça appelle tout de suite beaucoup de réflexion. Donc j'ai essayé de cadrer ce que je veux dire par la règle et le jeu exactement pour qu'on n'ait pas de doute, ou au moins que si on discute là-dessus, on parte sur des idées à peu près claires. Donc le premier mode de pensée est celui qui permet aux mathématiciens de saisir ce que je vais appeler des objets. Donc pour l'instant, les objets, je ne les définis pas a priori, ils sont définis dans un second temps. Ce qui est très important, c'est la distinction entre deux modes de pensée pour commencer. Donc les objets seront ce que les mathématiciens peuvent manipuler selon des règles logico-déductives prédéterminées, disons. Selon nos mathématiques, on trouvera des éléments qui ne sont pas régis par les mêmes lois logiques, ni une axiomatique unique, ni même par des pratiques uniformes. Pourtant, localement, dans une pratique, c'est-à-dire quoi? Dans une pratique donnée, dans un domaine donné, dans une période historique donnée, les mathématiciens manipulent ces objets selon des règles données elles aussi. Ils ne les explicitent pas toujours, ils ne reviennent pas toujours à un langage formel de la logique, on l'a déjà dit ici, et néanmoins, les objets sont manipulés selon des règles et selon des pratiques qui peuvent être soumises à validation, indépendamment de qui a manipulé ces objets. La catégorie objet, telle que je l'entends, comprend bien sûr les ensembles, les catégories, les éléments d'arithmétique, les fonctions, les espaces de fonctions de l'analyse, les objets géométriques, etc. Mais aussi ce que les mathématiciens appellent les structures, c'est-à-dire les groupes, les espaces, la topologie et plein d'autres choses. De
différents niveaux, c'est-à-dire ce qui peut être manipulé par les règles n'est pas d'une nature, d'abord, c'est d'une nature mixte, hein, il y a des choses différentes que j'ai dites ici, de parler d'un ensemble et de parler d'autres choses, de structure par exemple, on n'embarque pas les mêmes choses, mais ceci pour moi va constituer une collection d'objets. Donc on a une multitude d'éléments qui ont en commun de pouvoir être manipulés selon des règles, alors ces règles sont toujours ad hoc bien sûr, auxquelles on est censé pouvoir se référer pour valider la manière dont ils sont manipulés. Alors, je vais essayer d'être très précis sur ces choses-là, parce que bien sûr que quand on avance sur ces terrains-là, tout de suite on suscite des réactions et on a envie de discuter. Donc les nombres réels, par exemple, les vecteurs d'un espace euclidien, les fonctions d'un espace L2, ce sont des objets que dans la mesure où des règles permettent de les manipuler selon les axiomes. Et pour aller plus loin, je pense, je dis axiome ici, mais je pense aux règles, hein, ce qui est supérieur à la notion d'axiome ici, bien sûr pour moi. Donc les règles, les axiomes d'un espace vectoriel, par exemple, ou d'un espace topologique, ou les deux, par exemple. Hein. Je fais ici deux petites remarques importantes. Je dis règles plutôt qu'axiome, que je dis, pour inclure des façons de procéder qui ne s'appuient pas ou ne remontent pas systématiquement jusqu'à une axiomatique précise. Et deuxièmement, il me semble que les mathématiciens, dans leur manière de penser et de manipuler les objets, visent aussi un horizon indéterminé où de nouveaux objets, jusqu'alors inconnus, peuvent entrer en scène. C'est-à-dire que la règle ne s'applique pas qu'à une collection d'objets prédéfinis. Il y a une ouverture. De plus, il ne faut pas comprendre le mot règle, comme je l'emploie, comme quelque chose de défini a priori, mais que les règles de manipulation des objets se forgent en même temps que les nouveaux objets qui devront être manipulés selon ces règles. Ainsi, en même temps que je délimite la notion d'objet dans la pratique mathématique, je dois préciser les règles qui l'accompagnent. Celles-ci sont de deux sortes essentiellement. Les premières sont les règles de la logique, dont la longue histoire montre qu'elles sont en constante évolution, non seulement dans le souci de trouver des bases solides pour la manipulation des objets, mais aussi pour s'adapter au mieux à la nécessité de manipuler de nouveaux candidats au statut d'objet. Il existe aussi d'autres règles auxquelles les mathématiciens se réfèrent. La structure d'un groupe, par exemple, exige que les éléments du groupe soient manipulés selon les lois des opérations qui définissent le groupe. Toute violation de ces règles serait bien sûr inacceptable pour un mathématicien. Là encore, de nombreux travaux dans l'histoire des mathématiques montrent que ces structures et les règles qui en découlent sont créées en liaison avec les objets que l'on souhaite admettre sur la scène mathématique, objets dont l'existence est parfois souhaitée. Pensez à une solution d'équation, un point fixe quelque part, etc. Donc on souhaite avoir ça finalement, et une existence que les mathématiciens cherchent à établir selon des règles fixées en même temps que l'on saisit l'idée de l'être nouveau. Par exemple, lorsque Banach en 1919 ou 1920 comme vous voulez, en fonction de la langue, définit la notion d'espace vectoriel normé complet, puis établit quelques résultats importants. Donc, établir des résultats importants, c'est le jeu qui joue une certaine partie tout en ayant en tête une notion plus vaste de jeu. Donc, c'est ces choses-là qui sont présentes ici. Les règles sont à la fois celles de la logique, bien sûr, d'une déduction précise, et celles instituées par les axiomes, ce qu'il appelle axiomes d'ailleurs, précisément lui. On peut discuter de savoir si ce sont des vrais axiomes, des axiomes de l'espace, qui sont eux-mêmes compatibles, bien sûr, avec un cadre logique qui reste implicite chez Banach. Et dans le jeu non encore joué que les règles sont forgées dans le même mouvement. Plus précisément, les espaces vectoriels normés complets ont été introduits par Banach pour donner un cadre général à des résultats qui lui semblaient reposer sur des stratégies communes, un certain nombre d'équations fonctionnelles sur les espaces variés, dont il a tiré des règles générales à partir précisément de celles utilisées pour établir des résultats dans chaque cas particulier. De même, quelques années plus tard, lorsqu'il travaille sur les fonctionnels et leur extension, Banach choisit les règles qui lui semblent les meilleures pour obtenir, et là c'est vraiment frappant dans ses textes, pour obtenir des résultats d'extension qui lui permettent de progresser dans sa théorie. Par exemple, il admet l'axiome du choix sans discussion. Il en parle, il dit, voilà, ça fonctionne. Où il construit une topologie faible ad hoc, en s'inspirant de ce qui se passe dans des espaces de suite bien connus. Et les deux agissent comme de nouvelles règles, sélectionnées ou créées, suivant les cas, qui viennent compléter celles édictées par les axiomes d'un espace de Banach. Alors, ces règles ne sont pas les seuls choix possibles et parfois elles ne sont même pas nécessaires. D'un point de vue logique, l'axiome du choix ou même la complétude ne sont pas utiles partout. Un certain nombre de théorèmes établis par Banach peuvent être prouvés sans ces règles. Mais pour Banach, le jeu, celui que l'on peut jouer en fixant les règles qu'il a choisies, en vaut la chandelle. En particulier, si on peut étendre les fonctionnels et si
si on peut déduire des règles définissant un espace vectoriel normé complet, l'existence de nouveaux objets, précisément les fonctionnels étendus. Alors j'en profite ici pour revenir sur un premier aspect concernant la façon de penser les objets dans ce cadre de la règle du jeu. En ce qui concerne l'étendue ouverte de ce qui peut être considéré comme des objets, il existe une capacité synoptique des mathématiques, mais elle s'exerce de deux manières. Premièrement, pour une collection donnée, éventuellement infinie d'objets, la formulation pour tout x mathématique, dans le cadre mathématique, opère sur les entités qui existent sur la scène mathématique de nombreuses manières différentes, et indépendamment ou conformément à, si vous voulez, à la manière dont on accepte ou non l'existence de quelque chose. Donc, ces entités sont soumises aux règles dont je viens de parler. Et deuxièmement, il existe une capacité propre à la pensée mathématique d'étendre. Alors, je dis propre à la capacité mathématique parce que souvent, chez les auteurs, elle est rejetée du côté de la capacité du philosophe, de la pensée philosophique. Je la remets du côté de la mathématique. Donc, il existe une capacité propre à la pensée mathématique. Donc, propre ne veut pas dire que du côté de la mathématique. Il est aussi propre à la mathématique d'étendre sa portée synoptique au-delà des objets déjà existants. Il s'agit d'une capacité à viser ce qu'on va appeler un horizon objet qui prépare le terrain pour des objets qui n'existent pas encore. Comme je l'ai rapidement évoqué, Bernard voulait qu'une extension existe avant de pouvoir donner le cadre exact qui permettait d'exister réellement. Certains paradoxes et leur résolution illustrent aussi parfaitement cette capacité à exercer une force synoptique au-delà de ce qui est effectivement bien défini comme objet soumis à des règles. On en a parlé déjà ici, l'ensemble de tous les ensembles transgressent ces règles, les règles, mais les mathématiciens ont déjà une idée du type d'objet qui pourrait être mis en œuvre avant qu'il ne soit défini d'une manière qui corresponde à de nouvelles règles. Je pense aux catégories. Donc, il n'y a pas, pour les mathématiciens, il n'y a pas un énorme blocage a priori, il y a déjà quelque chose qui est en mouvement et qui tombe sous le, voilà, dans un horizon qu'on peut viser. Ce que j'ai appelé jusqu'ici un jeu, c'est précisément la possibilité d'une exploration du côté des objets et d'une exploration soumise à des règles forgeant en même temps que les objets. Je vais prendre, si vous voulez bien, un autre exemple qui illustre la co-construction de la règle du jeu. Supposons que les concepts d'espace vectoriel et de base aient été établis, soumis à la fois aux règles de la logique, disons on se met dans une théorie des ensembles ZF avec l'axiome de fondation, et aux lois données par la structure d'espace vectoriel. Alors, je sais bien que les lois données par la structure de l'espace vectoriel peuvent être reformalisées dans une axiomatique, etc. Je vous dis, les mathématiciens ne remontent pas jusque-là. Ils prennent les choses telles que je l'ai dit ici la plupart du temps. Ça dépend des mathématiciens. Il y a des mathématiciens qui se rapprochent plus ou moins des fondements axiomatiques. Ainsi, l'établissement de l'existence d'une base pour chaque espace vectoriel, donc l'établissement de l'existence d'une base pour chaque espace vectoriel, et dans la théorie des ensembles ZF avec l'axiome de fondation, équivalent à l'axiome du choix. Donc si vous voulez jouer à un jeu où vous avez une base dans chaque espace vectoriel, ce qui est certainement le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, et pour beaucoup c'est le cas, vous avez besoin de quelque chose comme l'axiome du choix, la règle, qui a été façonnée en partie précisément pour rendre ce type de jeu possible. Je peux maintenant préciser quelque chose d'important. La capacité synoptique des mathématiques, qui peut aller au-delà du domaine des objets existants, comme je l'ai dit, doit être distinguée des limites potentielles, c'est-à-dire à la pleine extension du jeu effectivement joué. Le jeu tel que j'entends ici n'est pas défini par une exploration complète de toutes les possibilités selon les règles. Okay. Il se définit plutôt en des termes de visée d'un horizon mathématique. Les règles sont faites pour jouer d'une certaine manière, et l'exploration consiste tout autant à explorer la qualité de ces règles. Un espace vectoriel normé complet, un banard, est-il la bonne façon de penser? Pourquoi faire et comment? Et de nombreuses alternatives ont été développées, bien sûr, dans l'histoire, qui ont fini par coexister. Des espaces de Hilbert, des espaces de Banach, des espaces de Fréchet, etc. La qualité du jeu, la théorie des espaces de Banach par exemple, n'est pas donnée par une connaissance a priori de tous les théorèmes accessibles possibles. La règle et le jeu sont évalués localement en fonction de leur capacité à rendre possible un certain type de progrès et du sentiment, souvent vague d'ailleurs, qui donneront une nouvelle vision englobant celle déjà partiellement explorée. Alors j'avance en explorant un petit peu ce que pourrait être ce que je vais appeler les structures objets.
on est sur le Donc en manipulant des objets selon des lois prescrites, comme je viens de le décrire, on établit des connexions entre différents objets. Les structures mathématiques, donc là j'entends quand je dis structure mathématique, des choses comme topologie, groupe, espace, topos, etc., sont une façon d'exprimer ces liens. Bien entendu, ces structures obéissent aux lois de la logique et peuvent être articulées dans une théorie mathématique, établissant à nouveau des liens entre les éléments. Mais il existe d'autres liens qui ne sont pas toujours formalisés en tant que tels par un raisonnement logique ou une liste d'axiomes qui créent une structure au sens mathématique de base. Par exemple, considérons la relation entre un graphe et la construction d'un espace de Hilbert comme suit. Vous avez, on peut commencer par le graphe que j'ai mis au tableau, ce graphe-là, comme ça. Donc si vous voyez ce graphe-là, qui est un graphe extrêmement simple, il permet de définir des mots admissibles, je vais appeler W, comme un mot, qui correspondent au chemin que l'on peut suivre en passant par les flèches. Donc vous pouvez regarder, par exemple, vous pouvez faire le mot F, donc je mets les lettres à gauche, hein, donc je pars d'une lettre, donc je vais partir par exemple de X, hein, vous ne comprenez pas, donc je peux construire le mot qui s'appelle de droite à gauche F, G, 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 E, F, E, F. D'accord? Donc ça fait un mot. En suivant vous partez d'un point n'importe où, de X ou de Y, vous suivez des flèches, et à chaque fois que vous tombez sur une lettre, vous la mettez à gauche, vous vous arrêtez à un moment donné, ça vous fait un mot. Donc vous avez des mots qui sont liés à ce graphe. Ces mots peuvent être alors utilisés pour indexer une base d'un espace de Hilbert. D'accord? Donc il y a un lien immédiat entre le graphe et l'espace que l'on construit. Un lien qui n'a pas besoin d'être précisé par d'autres mots. De plus, la structure du graphe se reflète dans la structure de l'espace. Par exemple, les mots commençant par X, c'est les mots avec un E à l'extrémité droite, ou par Y, c'est les mots avec un F ou un G à l'extrémité droite, donnent lieu à une division naturelle de la base en deux parties, et l'espace est alors divisé en deux sous-espaces, on peut dire naturels. Ils sont divisés naturellement en deux espaces. Bien entendu, les liens entre le graphe et l'espace sont très profonds et donnent lieu à de nombreuses propriétés de l'espace qui sont mieux décrites en termes de sommet et d'arête. Néanmoins, le mathématicien ne pense pas toujours à une correspondance univoque entre les mots et une base de vecteurs, ni entre le graphe et les mots admissibles. Il sait que ça fonctionne et la nature du lien entre le graphe et l'espace est claire pour lui. Et d'ailleurs, il va l'explorer. Donc, il va l'explorer tout seul. C'est-à-dire que ces choses-là, par exemple, entrent dans des théories mathématiques extrêmement précises, les graph algebras, par exemple, où on peut, vous voyez ces mots qu'on construit, on peut regarder les isométries partielles, en fait, qui sont données par rajouter une lettre à gauche. Okay, qui agissent sur les vecteurs. Vous prenez un vecteur de la base et vous dites, eh j'agis sur ce vecteur de la base par un opérateur qui va rajouter, si c'est possible, peut-être possible, la lettre F à gauche. Donc on peut faire un nouveau mot et donc un autre vecteur de la base. Donc ces structures-là, je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas aller trop loin, mais sont liées aussi à des explorations d'espaces d'opérateurs qui agissent sur ces espaces-là, qui vont être des espaces modèles d'opérateurs sur lesquels on peut explorer des choses. Donc très précisément, par exemple, on explore des choses de réflexivité ou d'hyperréflexivité sur ce type d'algèbre qui montre beaucoup de choses. Alors, ça décrit des cas, toujours en mathématiques, ça décrit des cas extrêmement connus. Si vous prenez une seule boucle autour d'un point, vous avez par exemple l'espace H infini, hein, qui est très simple. Si vous en mettez deux, vous avez des versions de H infini qui sont un peu plus sophistiquées. Vous pouvez lire les flèches, les flèches peuvent permuter de temps en temps avec des graphes colorés, faire plein de choses en fait avec ces graphes-là. Et juste dire le graphe, quand on est lancé dans la théorie, dit tout en fait, dit tout mais ne donne pas les résultats. C'est-à-dire que c'est hyper constructif, on peut faire des références sur le graphe, on peut faire plein de choses, c'est extrêmement fort, mais on n'a pas besoin de revenir à une axiomatique, on n'a pas besoin de revenir à rien, on s'écrit un graphe, et on dit alors on réfléchit avec ce graphe. Éventuellement, on peut dessiner un petit peu l'espace. Je vais peut-être le faire parce que c'est intéressant de voir comment on dessine l'espace. Si vous partez de X, par exemple, vous pouvez dire qu'est-ce que je peux faire à partir de X. Vous pouvez faire juste aller en E comme ça. Donc vous avez un mot qui vous pourriez appeler EX. Le X est un peu transparent, il dit par où on a commencé. Et vous continuez comme ça, et donc à partir de ce E, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire soit faire un G, donc le GE qui apparaît ici, soit vous arrivez à faire le FE.
Et ensuite, vous continuez comme ça. Et si vous êtes parti de Y, vous voyez qu'il y a votre espace se sépare en deux parties qui sont complètement déconnectées, suivant que vous partez de Y ou de X. Donc là, vous pouvez soit aller, donc, si vous partez des Y, soit aller en G, soit en F. Voilà, donc vous partez en G ou en F, etc. Et vous continuez comme ça. Vous avez une vision de la base de votre espace qui déjà se décompose d'après le graphe de façon automatique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas cette décomposition qui va servir dans l'étude des espaces d'opérateurs donnés par les isométries partielles. Ça va être des trucs qui vont être complètement transversaux, mais qu'on voit, qu'on arrive à lire, qu'on arrive à imaginer, même ce qu'on ne voit pas, on les imagine à partir de ce graphe-là et de ces arbres-là qui montrent les mots. Bon, alors ça c'est un exemple, en fait, c'est un exemple mathématique qui n'a pas besoin d'être compris, c'est juste, j'utilise cet exemple de mathématique comme on utilise, si vous voulez, la cuillère de vinaigre dans la mayonnaise. C'est un peu pour détendre la mayonnaise, donc pour détendre le propos philosophique, et en même temps pour fixer l'émulsion un petit peu pour que ça tienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'acide du vinaigre qui fait ça dans la mayonnaise. Donc c'est un peu à quoi ça sert ici. Donc, pour rendre compte en fait des liens entre les objets, quelle que soit leur nature, j'ai parlé donc de structure-objet. C'est-à-dire que du côté objectal, qui a été défini dans un cadre d'une double pensée, les structures vont être appelées ici structure-objet. Alors ce concept il dépasse largement la notion de structure mathématique que j'ai rappelé tout à l'heure et couvre des situations comme celle que j'ai illustrée juste avant, et en particulier ce type de situation qui fait des liens du côté objectal. Ces structures-objets ont une dynamique qui participe de la progression des mathématiques. D'une part, les nouveaux théorèmes, les nouvelles structures au sens actuel, sont des connexions qui s'établissent entre des objets, entre des objets selon des voies prescrites et forment une sorte de progression des mathématiques. Et d'autre part, la progression se lit aussi dans les liens plus subtils qui, comme j'essaie de l'illustrer par exemple ici, associent des éléments qui ne sont pas connectés en termes de structure habituelle ou de liens formalisés, des constructions, des assemblages, des supports descriptifs comme les graphes, etc. Alors je vais en venir parce que c'est très important dans ce que je suis en train de décrire. Oui. Je voulais juste dire que c'est l'exemple type d'un foncteur. Oui. Voilà. Juste pour faire le lien. Dans un autre cadre qui n'utilise pas le vocabulaire des foncteurs, d'ailleurs. Oui. C'est intéressant parce que c'est des parties mathématiques où on relie a posteriori qu'on a des foncteurs, et pourtant, c'est pas comme ça que c'est abordé. Oui. Je veux dire, ce qui est un peu compliqué, c'est que pour avoir un foncteur, il faudrait aussi avoir des transformations à gauche et des transformations à droite qui sont mises en correspondance par le foncteur. Ouais. Et là, on a plusieurs choix, etc. Donc, voilà. Voilà. Alors c'est très intéressant, ça c'est des... En fait, on pourrait... Ça m'emmènerait trop loin, donc je vais juste faire une parenthèse, mais c'est des domaines des mathématiques qui sont pensés de façon complètement indépendante. Alors on est en théorie des opérateurs avec des gens qui ne connaissent strictement rien à ce que c'est... Ils ne savent pas ce que c'est un foncteur, je ne peux pas le dire comme ça, mais qui n'utilisent pas les foncteurs, ou qui n'utilisent pas des modes de pensée qui viennent spontanément quand on fait des graphes et quand on fait des choses comme ça, à des personnes qui travaillent dans d'autres cadres. Donc ça c'est intéressant de voir ces liaisons qui se font mathématiques, qui participent aussi d'une... On peut décrire, donc l'aspect descriptif de la progression des mathématiques est très intéressante à mon avis parce qu'elle dit quelque chose de ces rapprochements. On ne peut pas les ignorer. Ils ne sont pas actifs tout de suite, mais dans la tête d'un mathématicien, ils apparaissent, il y a des remarques immédiates. Ah, mais moi je fais un peu, je sais quoi faire avec ça. Voilà. Ouais, pour moi, ça c'est un carquois. Je vois toi, c'est un carquois, mais oui. On va faire la variété des carquois associés. Exactement. Aux représentations Et ça, je pense que c'est très important de ne pas l'ignorer, qu'il y a une philosophie des mathématiques doit prendre en compte, c'est pas mon propos ici, mais doit prendre en compte ces aspects qui sont au cœur des mathématiques. Je vais parler d'autre chose que je vais nommer univocité des objets ici. Ça me paraît très important, c'est un des aspects, donc vous voyez que j'égrène des aspects particuliers de cette philosophie intrinsèque des mathématiques. J'essaie de chercher des choses qui me semblent les plus importantes pour faire tenir cet assemblage. J'ai défini la notion d'objet dans un premier mode de pensée mathématique comme ce qui pouvait être manipulé selon des règles conçues dans le même mouvement de pensée que les objets. Je voudrais ici préciser quelques aspects concernant les objets qui ne sont pas donnés a priori dans mon approche et qui sont accessibles au sein même d'un premier mode de pensée. Alors, comment je précise les choses? Je ne dirais pas que les objets sont détachés du sujet
J'entends sujet pensant, sujet psychologique ou sujet sociologique, vous le prenez comme vous voulez. Voilà. Je vais dire sujet, je pense sujet pensant, et de tout arrière-plan, hein, car ils sont toujours soumis à deux modes de pensée, comme je le dis. En théorie, ils peuvent être manipulés d'une manière détachée du sujet, selon certaines règles prescrites dans le côté objectal. Ça le dit aussi. Cela garantit la vérification inconditionnelle des énoncés qui sont formés selon les règles, mais aussi la possibilité d'un échange entre pairs, mathématiciens et mathématiciennes, ou d'une génération à l'autre, et le développement d'un corpus appelé mathématique. On va voir un peu plus loin que ce mode de pensée n'opère jamais seul, et qu'en ce sens, l'objet ne peut pas être pleinement qualifié de détaché. Pourtant, même si ces objets sont inextricablement englués dans deux modes de pensée, il existe une univocité des objets du point de vue de la manipulation selon les règles. Et ça me paraît très important pour pouvoir faire tenir l'idée de règles et d'objets qui en découlent, qui sont co-construits. Par exemple, si nous manipulons R, alors je dis R, je ne vais pas dire l'ensemble, si je dis ensemble, il y a un problème. Des réels, R, d'accord, c'est les réels, on va dire. Voilà. Donc si nous manipulons R selon les règles d'un espace vectoriel, alors R est indiscernable de R2, qui serait également manipulé comme un espace vectoriel. Si j'ajoute à la notion, si on rabat, je suis en train de parler des deux rabattus sur leur structure mathématique sans rien d'autre, on ne peut pas les distinguer. Si j'ajoute la notion de dimension, je change les règles, en ajoutant quelque chose en dehors de la structure d'espace vectoriel, quelque chose qui ne peut pas être défini, déduit de la simple manipulation des règles de l'espace vectoriel. Si l'univocité est une qualité inhérente à la possibilité de manipuler des objets mathématiques selon un mode de pensée spécifique, c'est-à-dire en suivant des règles, il apparaît d'emblée que quelque chose d'autre est en jeu qui interfère avec ce premier mode de pensée. Les discours mathématiques et les textes par lesquels nous avons accès aux mathématiques montrent que d'autres connexions sont en jeu, des connexions qui révèlent un autre mode de pensée qui ne concerne plus les objets tels que je les ai identifiés jusqu'à présent, mais plutôt ce que nous pouvons appeler le monde des choses. Je reprends ce couple objet-chose chez plusieurs auteurs, en particulier chez Salansky, qui m'a pas mal inspiré pour commencer ce travail. Mais pour ma part, je pense que ce mode de pensée, qui est du côté de la chose, est différent du premier. C'est un mode de pensée que je garde du côté mathématique, qui interagit constamment avec le monde de pensée des objets. Le monde chosique, par exemple, si on relie à Salansky, est plutôt du côté de la pensée philosophique. Je le remets au sens, dans le cœur de la double pensée mathématique. Alors, il s'ensuit qu'il est impossible de définir une distinction claire a priori entre choses et objets. Et nous allons voir que ces deux modes de pensée interfèrent constamment, et que ce n'est qu'en distinguant ces deux modes de pensée qu'il est possible de distinguer ce qui peut être conçu comme chose et ce qui peut être conçu comme objet. Alors maintenant, je vais faire une petite partie sur du côté de la pensée progressive. Je pense que j'espère que c'est assez clair sur la partie objectale, notamment sur la pensée progressive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va explorer ce qui apparaît en mathématiques comme un monde diffus, un monde des choses, si l'on veut le distinguer du mode de pensée précédent, associé aux objets et aux structures objets de tout à l'heure. L'univocité des objets dont j'ai parlé est valable dans un monde particulier de pensée mathématique, et les textes mathématiques regardent la situation où cette univocité laisse place en fait à des variations infinies. Pour prendre un exemple, les nombres réels, encore, ne sont pas seulement un espace vectoriel normé de dimension finie, mais bien plus. Ils constituent une chose qui peut être explorée de manière progressive. Dans ce deuxième mode de pensée, les choses ne sont pas clairement séparées les unes des autres et entretiennent des relations profondes que pour les distinguer de la notion de structure ou de structure-objet, je vais appeler des liaisons, ou des liaisons choses, si vous voulez, d'accord? Je reprends ce mot un peu comme en chimie, exprès pour le distinguer, et par contraste avec le terme de structure que j'ai défini au sens plus large avant. J'ai donné le mot structure, je n'ai pas rabattu sur la structure mathématique, j'ai pris dans le sens large pour les objets. Maintenant, je définis des liaisons côté choses. Par exemple, le concept de nombre réel n'est plus celui donné par la logique et les axiomes, c'est ce qui relève de la pensée mathématique. Quand on pense au nombre réel, ce concept peut être manipulé dans une forme de langage toujours mathématique, mais dans un langage qui n'est pas celui de la logique, mais plutôt un langage mathématique beaucoup plus polyvalent. Dans cette façon de penser, la chose n'est jamais conforme strictement à un objet qui tomberait sous le coup des règles discutées avant. Cependant, les mêmes règles s'appliquent toujours
mais d'une manière beaucoup plus souple et étendue. Les aspects dépassant la règle sont introduits dans la manipulation des choses, et la notion d'univocité des objets que j'ai mise en avant, juste avant, que j'ai précisé, cède la place à des éléments qui sont mêlés à d'autres. Pour reprendre notre exemple, dans ce mode de pensée progressif, R en tant que corps n'existe pas complètement, puisque dans le monde des choses, R est infiniment plus qu'un corps. Il y a par exemple un ordre, mais aussi une multitude d'autres aspects qui sont indissociablement liés dans l'esprit d'un mathématicien. C'est-à-dire qu'avant qu'un mathématicien sérieusement pense à R comme corps, il ne pense plus à R. Il pense à un corps et un corps. Je ne sais pas si un mathématicien a la capacité de penser à un corps. Simplement. Mais il y a la notion de corps ordonné. Oui, bien sûr. Et donc, R, on est un exemple. Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, il y a aussi un écueil de ça, c'est que si tu mets trop de choses, tu retombes quasiment sur R. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'approches tellement de R, si tu commences à me dire, je prends un corps ordonné, tu vas commencer à frôler R. Mais disons... Voilà, une topologie à celle-ci alors. Voilà. Non, mais c'est un peu la dichotomie entre R et C. Oui. Toute équation polynomiale a une solution dans C, mais C n'est pas ordonné. Tandis que R est ordonné, mais toute équation polynomiale n'a pas forcément une solution. Et ça, je veux dire, on peut se rebeller contre ça, se dire, mais c'est un fait réel en quelque sorte. Ouais. De toute façon, grosso modo, tu fais la différence entre corps réel et autre chose. C'est exactement là. Ça va devenir la définition élargie de ce type de corps qui se rapproche de R. Donc, voilà. Bon alors, j'ai parlé de contamination, donc maintenant je pense que les choses sont à peu près claires, on va voir où c'est que je vais en venir. Donc, je vais faire une petite partie très, très courte sur la contamination réciproque du monde des choses et du monde des objets. Et les énoncés mathématiques habituels portent la trace, à mon avis, d'une contamination réciproque. Et c'est ici que je soutiendrai qu'il y a aussi quelque chose de poétique. C'est en ce sens-là précisément que je pense qu'il y a quelque chose de poétique dans la mathématique. Quelque chose qui dépasse le monde terrestre. Oui. Non, pardon, je m'égare. Quelque chose voilà, dépasse toujours ce qui est strictement manipulé selon les règles. Il y en a fait un va-et-vient entre les deux mondes. Du monde diffus des choses au monde des objets, je vais un peu synthétiser les choses de mon propos pour qu'on soit à peu près clair. Il y a un détachement du monde des choses au monde des objets, il y a un détachement que l'on peut appeler abstraction, qui opère non seulement des choses vers les objets, mais aussi des liaisons entre les choses vers les structures objets. Et du monde des objets et de leurs structures objets, un mouvement donne naissance à de nouvelles liaisons et parfois à de nouveaux êtres dans le monde des choses. Alors je prends un petit exemple qui va parler à tout le monde. Par exemple, l'infini peut être appréhendé grâce à une clarification axiomatique du côté des objets et des règles de la logique, retombe dans le monde des choses. Du point de vue des choses, le concept d'infini est devenu plus dense, plus riche, plus propice à l'exploration progressive, qui est au cœur de la progression des mathématiques. Alors, quelles sont les conséquences? Donc, je vais décrire un petit peu de conséquences. Ça fait partie, encore une fois, ces conséquences de cerner ce qu'il y a dans cette géométrie, je fais un lapsus de géométrie, c'est la philosophie intrinsèque des mathématiques. Donc, je vais intituler ça Progression, permanence et unité des mathématiques, pour reprendre des thèmes qu'on a entendus déjà, qui parcourent bien sûr tous nos questionnements en général. Donc, dans le contexte que je viens de décrire, le monde des choses et le monde des objets ne s'opposent pas, mais se combinent dans un chevauchement. L'interaction de ces deux modes de pensée va donner naissance à la progression des mathématiques dans toute sa richesse, en fait. Les règles et les jeux, la règle et le jeu, sont le terreau singulier, ainsi que les objets qui permettent de manipuler, permettent de construire de nouvelles théories et d'obtenir de nouveaux résultats. L'exploration progressive des choses facilite l'inventivité, si vous voulez, l'inspiration, mais toujours sous l'influence des règles et des jeux qui sont en vigueur dans toute pratique mathématique. Des règles qui pourront à leur tour être adaptées ou modifiées. La relation, donc je ne veux pas perdre en fait ce qui me paraît incontournable quand on parle de mathématiques, c'est que si on fait une philosophie où on dit j'enlève
inventivité, inspiration, on ne parle plus avec des mathématiciens. On a un blocage. Voilà. Si on veut parler avec des mathématiciens et qu'on ait une philosophie qui tienne sous le regard des mathématiciens, ça ne veut pas dire que, encore une fois, moi je suis pour une philosophie complètement autonomisée des mathématiques. En même temps, une philosophie dont la pensée est forgée de façon intrinsèque. Et en même temps, je pense que cette philosophie doit se faire au grand jour devant l'œil du mathématicien et pas raconter n'importe quoi, et que ça doit être quand même, le mathématicien doit s'y reconnaître d'une façon ou d'une autre, autrement on a un problème. Donc la relation intime entre les deux modes de pensée garantit la possibilité d'une progression des mathématiques et qui peut être expliquée d'un point de vue intrinsèque. Avec ces deux modes de pensée en tête, les mathématiques apparaissent comme un matériau infiniment déformable, extensible, mais aussi rétractable. Une matière qui est pas seulement faite d'objets, mais aussi de choses, et un passage permanent du statut de choses à celui d'objet, et vice-versa. Ça permet quoi? Ça permet de penser à une certaine forme d'unité, mais aussi de permanence, dans le sens où des résultats préalablement démontrés dans un contexte donné peuvent être plongés dans un nouveau contexte sans être bannis des mathématiques. S'ils ne sont pas, à proprement parler, manipulés comme des objets dans un nouveau contexte, nouvelles règles, nouveaux jeux, ils relèvent néanmoins d'une certaine pensée mathématique. C'est-à-dire, je pense à tous les vieux résultats, qui sont des permanences des mathématiques, on a du mal à les reformaliser. Si on ne peut pas les reformaliser tels qu'ils ont été démontrés à l'époque dans une formulation moderne, il y a des problèmes tout le temps, mais en même temps on a envie de les garder. Si on considère la mathématique comme un champ infiniment déformable et que la progression s'établit dans cette déformation, vu aussi comme un mouvement interne entre deux modes de pensée, on peut imaginer qu'un résultat traité un mouvement comme un objet peut à son tour rejoindre le monde des choses dont il a été initialement arraché et participer à nouveau au travail de la pensée, celui qui mène à l'élaboration de nouvelles théories dans une sorte de progression-répétition. Alors, petite dédicace à Sébastien. Donc, je vais faire un petit détour par les mixtes de Hotman, un peu revisité. Parce qu'un des points de départ de cette pensée se trouve dans plusieurs lectures, mais en particulier dans la lecture de Hotman intensive et dans la lecture du livre sur la philosophie des mathématiques de Savancy, pas tout le livre, l'introduction, qui est très intéressante à mon avis, qui pose quelque chose. Le reste du livre dit beaucoup de choses, mais l'introduction est une pensée posée d'un philosophe qui m'a beaucoup inspiré là-dedans. Vous devez le ressentir, je ne vais pas insister, dans l'article qui paraîtra, c'est beaucoup plus explicité. Je pars d'une critique de Hotman et de Savancy pour avancer. Donc plein de choses qui vous restent en suspens dans ce que je raconte seront beaucoup plus précisées dans la critique. C'est ce qui manque un peu quand on fait un exposé un peu rapide ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai critiqué la façon dont Hotman, qui a inventé la notion de mixte, a effectué une sorte d'analyse tronquée parce que son objectif est dirigé en dehors des mathématiques, vers un monde dominant, celui des idées. Sa vision dialectique, située avant tout dans le monde des idées, à mon avis, ne lui a pas permis de voir que dans les couples de concepts qu'il avait identifiés au cœur des mathématiques, il y avait beaucoup plus en jeu que ce qu'il considérait comme de simples, mais exceptionnellement efficaces, moyen d'accès à une dialectique supérieure, flottant dans un éther insaisissable et en tout état de cause hors des mathématiques. L'exemple de l'espace de Hilbert est frappant à cet égard. Alors, ceux qui n'ont pas en tête Hotman très précisément peuvent se tromper sur ce que, dans l'espace de Hilbert, Hotman dit du mixte. Et entre quoi est le mixte? Quelle est la liaison du mixte? Quel est le schéma? Qu'est-ce qui relie? En fait, il relie. Quel est le quiproquo? Le quiproquo, c'est qu'une vision actuelle des espaces de Hilbert dit que c'est un espace, vous prenez un espace de fonction, et donc vous dites oui, mais c'est topologisé, donc voilà, il y a du continu, il y a du topologique, et donc c'est ça, le mix est entre cette forme de continuité et le discret en fait des valeurs propres. Bon, c'est parce que dans le jeu, en fait, chez Hotman, c'est on parle de l'intervalle 0,1 sur lequel sont définies les fonctions. C'est ça son point de départ. Le domaine de base est celui-ci, et pas autre chose. Ça, c'est une lecture qui est souvent fausse dans Hotman. Donc il faut le dire très précisément pour comprendre que c'est ça. Et effectivement, il y a du discret par ailleurs. Donc je vais préciser un petit peu les choses.
L'intervalle 0,1 ne peut être limité à, donc, dans cette vision-là, dans la vision des mixtes lotmaniens. Quel est le problème que je soulève? C'est que l'intervalle 0,1 ne peut être limité à sa représentation du continu. C'est comme ça que le qualifie Lotman. Ni des valeurs propres au discret. Et l'espace de Hilbert ne peut pas être analysé comme un schéma intermédiaire de connexion, par exemple, entre le discret et le continu, sans laisser de côté la véritable nature qu'il incarne et la trace de la progression des mathématiques que la structure de l'espace de Hilbert porte en elle. Pour moi, il y a ici un intérêt à penser qu'il y a deux modes de pensée en mathématiques. Le passage de l'un à l'autre crée une dépendance intime entre le monde des choses et le monde des objets, dépendance qui permet aux deux registres de pensée de progresser simultanément. Les mixtes que Lotman croyait être le reflet des agencements de la dynamique des idées, que l'on pouvait découvrir en mathématiques, ne sont en fait que l'expression du double mode de pensée incarné par le langage mathématico-poétique, je l'appellerai ici, qui n'est autre que le langage ordinaire des mathématiques. Les mots et les énoncés du langage mathématique, prétendument rigoureux, ainsi que les concepts qu'ils véhiculent, contiennent une part de cette double nature, et c'est cette part que j'ai tenté ici de mettre en évidence, bien sûr trop rapidement, mais je vais tenter de mettre en évidence. Donc je reviens sur le mot mixte. Ce mot mixte, j'ai envie de le garder, je l'emprunte volontiers à Lotman, et j'ai envie de le repenser dans le sens de cette dualité de pensée, et parce qu'il convient parfaitement pour désigner la double nature qui lie irrémédiablement le mode des choses et le mode des objets. Donc, on le porte là-dedans. Alors, je pense que je vais conclure là-dessus. Petite conclusion, donc j'espère que là, j'ai pu montrer en fait la possibilité, l'intérêt de développer une philosophie intrinsèque des mathématiques, et j'espère en avoir établi les caractéristiques précises et les avantages. Elle repose précisément sur l'identification de deux modes de pensée, l'un lié à la manipulation d'objets mathématiques, l'autre lié à un empire des choses dans lequel la pensée s'exerce de manière progressive. La distinction chose-objet n'est pas première, c'est très important ici, mais elle découle principalement de l'observation des textes mathématiques et de la reconnaissance du fait que la pensée mathématique opère toujours de deux manières différentes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les subterfuges nécessaires lorsque l'on souhaite poser la notion d'objet a priori, soit comme existence, soit en contournant un défaut d'existence par l'idée que l'on agirait comme si les objets mathématiques existaient. Dans le cadre d'une philosophie intrinsèque des mathématiques, la distinction entre les deux modes de pensée donne un sens clair à la notion de progression. Trois modes de progression sont intimement liés. L'un est horizontal, si on veut, au niveau des objets et des structures objets, au sens que j'ai défini, dans un domaine ouvert, où les règles et le jeu sont co-construits. Le second est dans un monde des choses, associé à la pensée progressive, où les liaisons, définies comme étant des liaisons entre les choses, sont en œuvre. Ces deux modes de progression se nourrissent l'un l'autre et donnent naissance à un troisième ingrédient de la progression, qui est la contamination permanente et réciproque du monde des choses et des objets. Une interdépendance de liaisons et de structures objets dont la réalité peut être identifiée dans le langage mathématique. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci pour cet exposé, très intéressant. Par rapport à Hilbert, je suis un peu mal à l'aise parce que il a surtout occupé à la métamatique. Alors je me demandais dans quelle mesure votre exposé n'est pas plutôt dans la métamathématique, mais entendu au sens là, purement donc ça m'a un peu heurté parce que vous parlez de philosophie intrinsèque et moi ça m'avait pensé à la métamathématique. Alors, il y a deux points. Alors, Hilbert est souvent rabattu sur certains travaux hilbertiens. Moi, j'en prends d'autres. Je prends les travaux d'analyse fonctionnelle de Hilbert, qui sont très différents.
Et dans ces travaux-là, il y a aussi des choses à dire qui ne relèvent pas de sa réflexion sur la métamathématique et sur autre chose. Qui ne relèvent pas. Une connexion entre les deux, on peut la retravailler. Et là, je fais une référence. À chaque fois que j'ai parlé de Hilbert, c'était strictement pour mettre en place des exemples mathématiques qui relèvent de l'analyse fonctionnelle. Alors maintenant, sur la métamathématique, c'est très important. Je pense qu'il y a un petit propos qui est le fait suivant, c'est qu'à la fois je défends je fais une proposition très précise d'une philosophie intrinsèque des mathématiques. Ça ne veut pas dire que cette philosophie, donc il faut savoir sur quoi porte l'intrinsèque. Il ne porte pas sur philosophie, il porte sur ce que je considère qui est une philosophie qui prend en compte la pensée mathématique sans accès à quoi que ce soit d'autre. Donc pas de métamathématique, rien du tout, de la pensée mathématique, du mathématicien. D'autre part, pourquoi il y a un petit propos peut-être, c'est que je suis un fervent partisan du fait que la philosophie, qu'elle soit philosophie des mathématiques ou autre chose d'ailleurs, doit être complètement autonomisée de l'activité mathématique. C'est-à-dire, elle doit se forger dans un contact intime avec les mathématiques, dans leur fréquentation. Je le décris un petit peu plus dans la vie qui va sortir, dans une activité aussi descriptive des mathématiques, qui me semble essentielle pour la philosophie. Mais faire du descriptif, ça ne veut pas dire faire des mathématiques, ça ne veut pas dire plein de choses, ça ne veut pas dire que cette philosophie en particulier, ce qui est très important pour moi, c'est que la philosophie doit se poser des questions qui ne sont pas les questions des mathématiciens. Elle doit forger elle-même ses propres questionnements en dehors des mathématiques. Et donc, par exemple, la question d'une philosophie intrinsèque des mathématiques et de penser qu'il y a deux modes de pensée en mathématiques, c'est un questionnement qui se forge, vous allez dire, qu'on pourrait forger dans les mathématiques. Non, c'est un questionnement que je souhaite positionner d'un point de vue philosophique hors des mathématiques. Il est bien sûr forgé, ce questionnement, cette philosophie intrinsèque des mathématiques est quand même forgée au contact intime des mathématiques. Je ne pourrais pas dire cela si je ne fréquentais pas les mathématiques. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question. Alors, il y a, je ne sais pas, après, Paola. Oui. J'ai une question toujours là-dessus, après une remarque sur Lotman. J'imagine que, dédicace à Jean-Pierre aussi, Jean-Pierre pourrait le dire mieux que moi. Donc, première remarque, moi j'ai vraiment des questions sur le en même temps. Des événements de ces dernières années en France nous apprennent que le en même temps c'est pas toujours simple à faire. Et donc j'ai une question sur le en même temps. J'ai toujours pas vraiment compris ton en même temps philosophie intrinsèque aux mathématiques, mais en même temps distinct des mathématiques. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, ce qui est produit ici, c'est pas le fait d'une réflexivité mathématique et c'est pas le fait de mathématicien. Alors je comprends bien. Après, je vais faire le lien avec ma remarque sur le point. Je comprends bien on pourrait dire, c'est indépendant des mathématiques, alors ce sera peut-être ta réponse, dans la mesure où c'est un discours épistémologique qu'on peut produire sur les démonstrations mathématiques. On peut considérer que les mathématiciens sont très bien placés pour le faire, mais on peut aussi le faire. Et ce qui distinguerait l'épistémologue du mathématicien, c'est que le mathématicien, ça ne se traîne pas toujours à ce travail. Son travail essentiel, c'est de produire des théories. Tandis que l'épistémologue le fait, ça c'est ce que dirait Canguilhem par exemple. Ça, voilà, est-ce que tu peux expliquer ça? Deuxième remarque, j'ai l'impression, alors en liaison avec ça, il me semble que c'est Lotman, c'est la façon de s'en sortir avec ça. Alors, et après, on peut faire une lecture pas très indulgente, comme celle de Granger dans un article dont on a lu, au contraire, une lecture, j'allais dire, plus indulgente, moi qui me semble peut-être plus, à la fois plus indulgente et peut-être, comment dire, pas de mots, mais quand Lotman, on peut dire autrement, on peut prendre tout ce que dit Lotman sur les mathématiques, et puis après, ne pas nécessairement se prononcer, considérer que l'analogie qu'il fait, la manière dont tu l'utilises, Platon est intéressante, et en tout cas nous permet de décrire de manière pertinente ce qui se fait en mathématiques, sans forcément endosser jusqu'au bout ces thèses. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Et ça, il me semble que si on fait ça, on sort de la discussion un peu stérile sur
le platonisme de Lotman. La vraie question étant, est-ce que les catégories platoniciennes, dont d'un point de vue d'histoire de la philosophie, on n'est pas certain d'ailleurs qu'elles soient complètement orthodoxes d'un point de vue platonicien, est-ce qu'elles sont pertinentes pour décrire un certain nombre de phénomènes qui se passent dans les mathématiques contemporaines? Il me semble que la réponse est oui. Une fois qu'on a dit ça, le reste, on choisit son option, si on est platonicien ou pas. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, retour à la question, c'est qu'il me semble que c'est une façon de s'en sortir pour dire qu'à la fois, c'est intrinsèque aux mathématiques, mais qu'à la fois, c'est au-delà des mathématiques. Il me semble que Lotman, en un certain sens, s'adresse à la question. Et toute dernière remarque, mixte, il me semble qu'il y a deux définitions différentes et que celle de la thèse, ce n'est pas celle que tu emploies. Celle que tu emploies, c'est celle qu'on trouve dans la méthode de division. Celle de la thèse, il y a une phrase la structure, donc dans la thèse, dans la conclusion, essence et existence, c'est toujours la liaison entre les deux et une façon intelligente de reprendre la question compréhension-extension. La structure d'une théorie s'exprime de nouveau par l'existence d'autres êtres que celle des éléments de la théorie. Donc ça, on va dire que c'est la thèse générale. Et après, les mixtes, c'est quand, en fait, tu as des objets intermédiaires qui apparaissent entre les deux. Donc dans ce cas-là, c'est un point de vue plutôt dynamique, c'est-à-dire que c'est pas tant de dire il y a des objets qui sont mixtes par nature, c'est de dire, dans certains cas très précis, on passe de la structure d'une théorie, on passe pas directement de la structure d'une théorie à l'existence d'autres êtres, il y a des êtres qui s'incorporent et qui participent à la fois de la structure et des nouveaux êtres. Donc il me semble que c'est cette distinction importante, et l'autre que tu dis, enfin, il emploie les deux, à chaque fois mixte, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, est-ce que tu es l'Hofmannien finalement, et comment tu gères cette histoire en même temps? Ou à la fois. Et je vais on est au cœur, quand on fait ce genre d'exposé, c'est pour ce genre de discussion. C'est très ouvert à ça. On est sur le fil du rasoir en permanence, c'est ce qui est intéressant en philosophie, je trouve. Je vais répondre aux deux choses très rapidement sur Lotman et sur les mix, parce que ma position philosophique, c'est de ne jamais prendre les idées de façon trop large, même si elles sont duales chez Lotman. Je pense que Lotman emploie le mot mixte de 25 façons différentes suivant les cas. Bon, personnellement. Pas 25. J'ai dit 25 en essence abstrait. Pour deux. Il est Marseillais. Ouais, je suis Marseillais maintenant. Donc, le mix bouche l'entrée du port. Non, ce que je veux dire très précisément, c'est. Mon problème avec les mix, c'est. Alors, on peut revenir à. Il y a quand même une chose sur les mix, c'est un schéma conscient. C'est le point de départ. On fait une citation, et ça, c'est son. Donc, dans mix, il y a deux choses. Il y a l'intermédiaire qui va être homogène à une première chose et homogène à une deuxième chose, c'est deux choses étant inhomogènes entre elles au départ. C'est le schéma conscient de base. Donc voilà, il le rappelle, c'est ça dont il parle. Donc sur ça, c'est le fil conducteur de sa pensée pour dire ce que c'est qu'un mixte, c'est voilà, ce qui va rester tout le temps. Ce que je reproche, c'est que quand on veut faire marcher le mixte, il faut s'intéresser aux deux extrémités, les choses qui étaient inhomogènes entre elles, de façon essentielle. Et ce que je reproche à Lotman, c'est de ne pas le faire à fond. Je démontre, disons, qu'il ne le fait pas à fond dans un exemple, je pourrais faire dans d'autres, dans un exemple qui est la théorie des espaces de Hilbert, où il faut lire, et d'ailleurs tous les lecteurs que je lis se sont trompés sur ce que sont ces deux extrémités qui sont inhomogènes, ce n'est pas la continuité ou le continu de l'espace de Hilbert et le fait qu'il contient en lui des choses discrètes, c'est pas ça. L'élément de base, c'est l'intervalle 0,1 sur lequel vivent les fonctions qui vont être les fonctions qui vont constituer l'espace de Hilbert fonctionnel de L2. C'est 0,1. Et ce que je suis en train de dire, c'est que qu'est-ce qui manque dans ma pensée à moi de 0,1, c'est que 0,1 n'est pas le continu. 0,1 est pour un mathématicien une double chose. Je reviens à la première question, une double chose en même temps. C'est-à-dire, alors vous direz, c'est pas. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je pense en même temps à 0,1 comme étant
une structure très particulière que je peux manipuler suivant des actions particulières. Non, j'arrive même pas comme ça, à froid. Par contre, ce qui me vient spontanément, c'est que quand on me parle de 0,1, je sais de quoi on parle. Et vous aussi. Et vous ne parlez pas de la même chose que moi. Vous avez en tête ce qui vous vient. Il y a un flot, une montée de quelque chose avec 0,1 qui va embarquer ce que vous connaissez et qui est en grande partie commun entre nous. C'est-à-dire qu'on va se comprendre sur 0,1. Il n'y a pas quelqu'un qui va me sortir un truc complètement hors du commun que je ne connais pas, ça peut arriver. Alors, auquel cas, il faut se repositionner ailleurs. Mais non, quand on va parler de 0,1, quand on lit du Lotman, on va comprendre que c'est 0,1. Sauf que Lotman, il ne s'intéresse pas à ça. Il dit le 0,1, ça va être le continu. 0,1 n'est pas le continu. 0,1, ça peut être plein de choses. C'est un espace topologique, c'est une partie du continu, il y a un ordre. Voilà. Ça dépend comment on le voit, mais on est d'accord. Et ça peut nous venir immédiatement qu'on a envie de le voir comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire que ce qui me pose problème, c'est ce qu'on fait des mixtes entre quoi et quoi, quelles sont les choses inhomogènes que le mixte va. C'est pas le mixte. De dire que l'espace de Hilbert est un mixte, bon, ok, très bien, l'espace de Hilbert. Mais même la fonction elle-même est un mixte. La fonction, elle est entre l'intervalle 0,1, elle agit sur 0,1 et elle donne des valeurs dans autre chose. Elle-même, voilà. Et l'espace 0,1 est vu aussi comme un espace mesuré. Enfin, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Alors, il y a un problème en fait. Je voulais résoudre ce problème en disant qu'il y a en permanence, quand on pense à. L'exemple 0,1 est caractéristique. J'ai pris l'exemple R, j'en ai exposé, mais c'est pas 0,1. Quand on pense à 0,1, on pense à plein de choses qui ne sont pas définies. On a une sorte de montée des flots qui arrivent avec 0,1. Et quand on a envie de le manipuler selon des règles, on sait comment le faire et on ne prend pas tout. C'est-à-dire que si on commence à parler, je veux manipuler 0,1 comme un espace mesuré, etc., parce que j'ai envie de faire une théorie de fonctions définies presque partout, j'y pense, ça n'a pas de problème. Et je vais laisser tomber que plein de choses sur 0,1 que je sais aussi. Et c'est ça, cette dualité dont tu parles et que tu me dis, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. C'est-à-dire que comme mathématicien, quand je prends par exemple, je prends 50 000 exemples. Je prends la définition d'un espace de Banach faite par Banach. D'accord? Dans sa définition d'espace de Banach, il dit pas sur un corps. Il dit pas sur un corps ordonné, son espace vectoriel. Il a besoin de quelque chose avec son. Il va définir plein de choses. Quand vous voulez définir à un moment donné une distance, elle a valeur dans quoi votre distance? Définition d'une distance. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la définition d'une distance? La fonction de distance, elle a valeur dans quoi? Oui, ça dépend. Mais c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que quand vous faites un cours de licence en disant une distance, ça va être ça, une fonction à valeur positive, à valeur dans R. Non, c'est pas à valeur dans R, une distance, hein, ni dans R+. Une distance, c'est à valeur dans quelque chose qui a les propriétés nécessaires pour pouvoir écrire une inégalité triangulaire, par exemple. Des choses comme ça. Mais pas autre chose. Et mais ça, on n'y pense jamais, on ne fait jamais un cours comme ça. Banach. Si on fait R à partir de l'espace de rationnel, par exemple, avec les suites de Cauchy, il faut prendre une distance des valeurs rationnelles. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Mais on ne va pas faire un cours comme ça de licence. Quand Banach dit je prends un R espace vectoriel, il dit un R espace vectoriel, il dit R. Il dit qu'est-ce qu'il emporte dans R? Mais il emporte plein de choses. Il sait très bien que ça fonctionne. Il sait très bien qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris R comme un corps de base de son espace vectoriel. Tout tomberait à l'eau. Alors, question. Et après, c'est un peu long. Et après, si on est. Moi, si. Alors, la question, c'est sur les rapports entre règle et l'action, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Une chose, c'était que la règle a une notion supérieure à celle d'action, parce qu'elle ne s'applique pas justement qu'à un certain domaine, elle peut évoluer. Tu as mentionné l'exemple de l'action de choix pris comme règle, etc. Donc, d'un côté, je trouve ça très intéressant, parce qu'effectivement, quand on pense à Peano et à comment on a débuté l'axiomatique, il utilisait une action comme règle, après il décidait qu'une certaine règle pouvait devenir une action. Mais quand même, il traçait une distinction très claire entre les deux. Il y avait deux fonctions très différentes. Par contre, là, je ne comprends pas trop si tu vois deux fonctions différentes entre règle et action ou si tu utilises règle pour n'importe quoi. Je suis d'accord avec ta remarque, j'étais un peu vite là-dessus parce que c'est un point.
mais qui finalement est assez simple. Il y a des axiomes qui fonctionnent comme axiomes, dans une axiomatique, et qui relèvent grosso modo pour moi de la logique. Et il y a aussi, et donc un mathématicien n'est pas naïf par rapport à ça. Et il utilise des règles d'une axiomatique donnée, il peut s'y référer s'il a besoin, et il va faire des choses conformes à cette axiomatique. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont en jeu. Quand on prend un espace de Banach et qu'on veut jouer avec un espace de Banach, on ne remonte jamais à des axiomes. On dit à des axiomes. Le mot est ambigu parce que, encore une fois, Banach, dans son texte, par exemple, dit axiome 1, axiome 2, axiome 3 pour dire comment il définit un espace de Banach. Mais ça pourrait être autre chose après, ça pourrait être une définition qui n'est pas du tout axiomatisée et qui est une description assez libre de règles qu'il faut pour définir un objet, pour définir une structure mathématique. On ne revient jamais pour définir un espace de Banach à une axiomatisation complète d'un espace de Banach, ce qu'on pourrait faire. On ne fait jamais le rétropédalage jusqu'à l'axiomatique qui permet de définir les choses. Quelqu'un qui fait la logique le fait, pour savoir si ça tient la règle, la route, si on a défini quelque chose en définissant un espace de Banach, comme le fait Banach. D'ailleurs, Banach, quand il définit ce qu'il appelle ses axiomes d'espace de Banach, ils ne sont pas minimaux, les axiomes. Il en dit trop, des choses qui peuvent se déduire les unes des autres. Il dit ce qui lui paraît non pas être un support minimal pour définir un espace de Banach, mais il dit ce dont il a besoin pour travailler. Alors bien sûr, il réfléchit que ce qu'il dit n'est pas incompatible, les choses sont compatibles les unes avec les autres, mais il doit voir très rapidement que le E et le F se déduisent l'un de l'autre et qu'il n'aurait pas besoin de le dire deux fois, il a envie de les marquer quand même. Donc c'est un petit exemple, mais je pense quand on fait des mathématiques, on se donne un certain cadre légal, de règles, qui comporte à la fois un rapport à une axiomatique au sens logique du terme, mais aussi des règles qui sont en fait finalement une sorte de qu'on partage, une sorte d'éthos professionnel, comme on dit, on fait comme ça. Voilà, on a ces règles-là. Et donc je voulais inclure en fait, du côté objectal, je voulais inclure un certain nombre de choses. Alors, quand on manipule les espaces de Banach, non pas suivant une axiomatique précise et technique, mais du point de vue de la description de comment ça doit fonctionner, les opérations par exemple, on n'a pas de doute. On les manipule suivant des règles, on peut dire ah, tu t'es trompé là, tu n'as pas utilisé une négative triangulaire dans le bon sens, tu l'as fait n'importe comment, enfin, je sais pas, on voit les fautes. Et pourtant on ne se ramène pas à une règle qui est définie en termes d'axiomatique. Oui, je voulais juste te demander de préciser un peu plus pourquoi tu utilises le mot jeu. Parce que voilà, un jeu avec des règles, un jeu auquel on joue, c'est aussi un jeu, c'est parfois une espèce de latitude qu'on peut avoir dans un système mécanique. Donc je sais pas, est-ce que tu pourrais un peu expliciter plus ce terme? Alors c'est très intéressant, en fait, cette idée de la règle et du jeu, qui m'a semblé un bon titre pour assumer quelque chose. Alors des fois on me le tire du côté de Wittgenstein, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de discuter de ça là, c'est très intéressant aussi, mais c'est beaucoup plus simple. Il faut imaginer qu'on a une maison de campagne, donc je fais une version un peu bourgeoise de l'histoire, d'accord. Désolé, on peut la remettre dans un autre cadre. On a une maison de campagne, d'accord, on envoie une porte à rond, et puis on a là-bas un jeu de n'importe quoi, un jeu de petits chevaux, par exemple, d'accord, dans lequel il y a la règle au début, dans un petit livret, la première fois qu'on est enfant, on découvre ça, la règle, on suit la règle qui est indiquée précisément pour savoir jouer. Et puis le voisin qui dit non, t'as triché parce que tu regardes, il y a marqué au point B qu'on doit faire ceci, il faut passer par là ou là, il faut lancer qu'il faut aider, etc. Donc on suit une règle très précisément comme ça. Et on rentre chez soi, une année passe, on a un peu grandi, etc. On retourne et puis les escargots ont mangé un petit peu la règle, etc. Et on n'a plus la règle, et puis on se retrouve avec les petits chevaux quand même, on a envie de jouer. Et donc on va commencer à réfléchir à comment on joue et quelles règles on invente. Donc soit on peut rabattre la règle en disant on fait n'importe quoi, c'est ce qu'on fait enfant. On a droit à tout. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas très rigolo parce que bon, on joue, on voit qu'on peut délirer, on fait n'importe quoi et ça marche pas. Puis après, on rabat sur des règles qui sont trop strictes. On n'a plus le droit de rien faire, donc on a même plus. Et donc on a envie de tricher un peu, on a envie de faire des trucs. Et je pense qu'en mathématiques, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur ce que tu poses comme question, savoir si c'est extrêmement défini, non, ça bouge en permanence. C'est pour ça que la règle et le jeu, pour moi, sont entièrement liés. C'est-à-dire qu'on redéfinit. Alors, le jeu n'est pas la partie. Le jeu, et c'est pas l'étendue de tous les possibles. Quand tu inventes la règle des petits chevaux la troisième année que tu vas dans ta maison de campagne, tu te dis pas, tu n'as pas une vision de tout ce qui va pouvoir arriver. Tu vois ? Mais tu sais que la règle telle qu'elle se joue là, elle est convenable pour qu'il se passe quelque chose de suffisamment complexe et qu'on puisse jouer. Voilà.
Et donc tu pourras la rectifier s'il se pose un problème, mais tu t'en fiches un petit peu, tu joues avec ça, et puis tu vois ce qui se passe. Et c'est une réflexion implicite aussi sur l'enjeu. Bien sûr, bien sûr. Sur l'enjeu, tu l'entends comme l'enjeu, ce qu'on pourrait gagner ou pas? Oui. C'est ça? Enfin, mais aussi l'enjeu dans tous les sens du terme, mais le jeu, ça veut aussi dire que l'enjeu est... Enfin là, les petits chevaux, c'est des petits chevaux, quoi. Mais... Ou alors, justement... Je pense que les petits chevaux, d'abord, c'est très sérieux, il y a un gros enjeu, mais c'est vrai, parce que je pense que les mathématiques sont à peu près du même niveau que les petits chevaux, pour moi. Je pense que beaucoup pensent le contraire, je pense que les mathématiques, c'est fondamental pour vivre dans ce monde, et pas moi. Bien que j'en ai fait beaucoup, hein, mais j'ai aussi beaucoup joué aux petits chevaux là-dedans. Les deux. Mais non, je pense que là, on est sur... Je comprends que la question d'enjeu, moi je ne ressens pas en mathématiques des enjeux en fait, fondamentaux. Hein. Je vois des enjeux de pouvoir, bien sûr. On fait des mathématiques pour essentiellement des choses qui sont de l'ordre de l'enjeu. Hein. L'enjeu, on se situe par rapport à la figure du père, on se situe par rapport à la figure de l'autorité de l'école, etc., et plus petit à petit par rapport à la communauté des philosophes qui font des mathématiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est laisser tomber ces enjeux, et d'ailleurs c'est ce qui se fait dans les jeux normaux, laisser tomber ces enjeux pour faire vraiment de la philosophie en fait. C'est-à-dire arriver de plus en plus nu face à des philosophes, face à des mathématiciens, et réussir à tenir le truc malgré le vent qui souffle dans tous les sens. C'est ça aussi l'enjeu de la philosophie, d'une philosophie complètement autonome qui va forger ses concepts, indépendamment de ce qui se passe en mathématiques ou pas. Alors, moi j'ai une petite remarque et à propos, disons, de la distinction entre objet et chose. Donc, un exemple, tu as indiqué, disons, qu'une chose, c'est quelque chose qui est riche, mais il y a aussi, je crois, au moins un exemple où une chose peut être aussi un vide, quelque chose qu'on doit remplir. Et l'exemple est, voilà, c'est le célèbre corps à un élément qui n'existe pas. Donc, mais, ça n'existe pas, mais il fait l'objet d'une recherche mathématique. Ça commence avec Titz, et ça continue avec Manine, et ça continue aujourd'hui aussi. Donc, on cherche quelque chose. Donc, il n'est pas un objet, parce qu'on n'a pas des règles pour jouer avec ces vides. Et ça devient un centre, disons, un centre de force, où s'intersèquent des idées, des conjectures, des possibilités. Et donc, je te demande si ça c'est une chose aussi pour toi. C'est pas une chose. En fait, la notion de chose n'est pas dans mon approche. Pour pouvoir attaquer ce genre de choses, c'est très important ça, à mon avis, ce joue-là, en fait, la tenue de la proposition philosophique. Alors, cet exemple de F1 est un peu compliqué, il faut rendre un petit peu pour savoir ce qu'il dit en disant que ça n'existe pas. C'est l'essentiel de la chose. Les papiers mathématiques se font du côté objectal. Ils sont manipulés suivant des règles qu'on peut valider, et on dit leur papier mathématique établit des résultats de quelque chose. C'est très dur de faire des phrases avec des séquences. On n'a pas de couleur pour dire c'est chose ou pas chose, objet ou pas objet. Alors, ce que je veux dire ici, c'est très important, c'est que il y a une ouverture, vous avez vu que du point de vue de l'objet, j'ai dit qu'il y a une force synoptique propre aux mathématiques qui était ouverte et qui pouvait aller vers, dans le champ objectal, vers quelque chose qui n'existe pas, des objets qui ne sont pas encore identifiés comme objets, qu'on désirerait sur la scène des objets. Je pense que là, F1, qui est dit corps à un élément, il est dit corps à un élément, il y a déjà dans la trace
vocabulaire employé, le désir que quelque chose devrait venir sur la scène objectale, qui n'y est pas encore. Et c'est cette ouverture de la scène objectale qui est importante. Deuxième chose, pourquoi double mouvement de pensée ici? Parce que tout ce qu'ils font avec ce rapport au corps à un élément, ils ont des attendus qui leur montrent qu'est-ce que devrait être un corps, qu'est-ce que c'est un corps. Et ils rebougent, les lignes bougent. Ils ne prennent pas corps au sens axiomatisé, un corps c'est ça. Il faut que le corps soit défini différemment. Parce que ça ne marche pas, c'est pas un corps. Et donc, il faut repenser la notion de corps. Il en revient dans ce deuxième mode de pensée, il me semble. Donc, réfléchissez à ça. J'ai écouté les exposés plusieurs fois. Il vous vient. Ce qui rend les exposés aussi assez poétiques, de ce sens-là. Alors, des fois, on peut dire bordélique. Oui, c'est d'accord, parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas un corps, il appelle corps. Ils visent des choses qui ressemblent à des corps sans être tombés sous le coup de l'axiomatisation du corps. Et en même temps, ils produisent des résultats qui sont validés mathématiquement dans une revue de maths. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien la preuve ici. Il a un langage, on dit, bon, le spectre du corps humain, c'est le point absolu au-dessus des spectres Z, dans une compactification d'un Markov. Là, c'est vraiment, disons, mal armé. Voilà, alors ce que je disais aussi, c'est que c'est pas le vocabulaire. Alors, ça aussi, c'est un truc. Si on fait une philosophie qui n'est pas autonomisée par rapport aux mathématiques, on va faire une philosophie qui se laisse avoir par quelque chose qui est sympa aussi, hein, qui est le vocabulaire en mathématiques optique. On le voit aussi chez Brotandi qui emploie des mots dans tous les sens, on se dit mais de quoi il parle, il faudrait que ça retombe un peu le vocabulaire, qu'on ait un vocabulaire qui ne soit pas tellement imagé, qui soit des choses un peu plus calmes. Voilà. Et ça montre comme ça, c'est-à-dire que les mathématiciens font des choses et il ne faut pas qu'on soit trop sensible en tant que philosophe à ce vocabulaire. C'est-à-dire, non, on ne regarde pas Mallarmé quand on écoute un truc sur la fin. Je n'ai pas l'impression que Bertrand Toine et Michel Vaquier se soient mal armés. C'est une analogie le fait de parler du corps à mais qui ne veut pas rien dire. Mais c'est une analogie. C'est évident qu'il n'y a pas de corps à un élément par définition des axiomes d'un corps. C'est simplement qu'il devrait y avoir quelque chose qui. Mais c'est le point de vue des Vaquier, c'est différent. Le point de vue des dits, on va faire des choses différentes. Et en tout cas, bon, à la fin des choses, on arrive, disons, à dire bon, on a quelque chose qu'on peut appeler des frames dans une certaine catégorie, et c'est bon, c'est un monolithe tout simplement zéro dans l'histoire. Mais ça c'est l'objet, c'est pas la chose. Oui. Oui. Mais il faut que ça s'arrête ici, je crois. Il y a une pause fait. Merci beaucoup. Merci.